Quelles sont les véritables circonstances de l'attaque du cortège de ravitaillement de la ville de Djibo? Les supputations vont bon train. Le Conseil des ministres de ce mercredi n'en dit pas plus et ne permet pas d'écarter les zones d'ombre. Une seule certitude ce soir, il y a eu des complicités, a affirmé le ministre délégué à la Défense. Dans ce journal également, les hôteliers de la région des Cascades, bien que marqués durement par la double crise sécuritaire et sanitaire, essayent de s'en sortir et ils fondent beaucoup d'espoir sur le tourisme local. Vous les entendrez dans un instant. Et puis, les images, vous les avez déjà sans doute vues sur les réseaux sociaux. L'artiste, musicien, chanteur malien Sidiki Diabaté dompte le Zénith de Paris. C'est à guichet fermé que le prince de la Kora s'est produit en concert live dans la mythique salle des spectacles de Paris ce week-end. Toutes les images et l'ambiance dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Et nous ouvrons ce journal avec ces chiffres rendus publics dans un communiqué du gouvernement hier. 11 militaires tués, 28 personnes au total blessées et une cinquantaine de civils portés disparus. C'est le bilan provisoire de l'attaque du convoi de ravitaillement à destination de Djibo intervenu il y a 72 heures. Alors, question, que s'est-il exactement passé? Le dossier était sur la table du Conseil des ministres de ce mercredi. Le ministre délégué à la Défense parle d'une complicité avérée. Abdourazak Traoré. Le porte-parole du gouvernement parle. Le tout nouveau général Silas Keita prend note. Visiblement, une petite séance de coaching entre Léonel Bilgo et le nouveau ministre délégué à la Défense avant de se tenir devant les caméras. L'heure est grave. Les deux ministres le savent. Au lendemain de l'attaque du convoi en partance pour Djibo, la réaction de l'exécutif est plus qu'attendue. Que s'est-il passé exactement? Quel est le nombre total des victimes? Des civils ont-ils été tués, comme l'attestent certaines sources non officielles? Le convoi a-t-il bénéficié de couverture aérienne? A-t-elle été efficace? Les questions sont multiples. Elles ne trouveront pas réponse à l'issue de ce Conseil des ministres. Le gouvernement est resté peu bavard. Cette attaque nous montre qu'il y a eu des complicités malheureuses qui ont livré ces convois à la merci de ces hommes sans foi ni loi. Les actions sont en cours pour que la voie qui mène à Djibo soit dégagée le plus vite, et que la ville de Djibo, qui est aujourd'hui donc privée de ses vivres et de ses articles divers, puisse être ravitaillée le plus vite possible. Le gouvernement voulait rassurer la population que l'armée reste motivée et mobilisée, engagée avec force pour que cette lutte, nous puissions la gagner. Le bilan effectué plus de 24 heures après cette attaque n'a donc pas évolué. 11 militaires tués, 28 blessés, une cinquantaine de civils portés disparus et de nombreux dégâts engendrés. L'exécutif s'attelle à fournir plus de précisions le vendredi prochain lors d'un point de presse consacré à ce drame. En attendant d'en savoir plus donc sur ce drame, le gouvernement s'est également penché sur d'autres types d'incidents, notamment les incendies constatés dans les dépôts pharmaceutiques des centres de santé. Le phénomène a pris de l'ampleur. À l'heure du bilan, les dommages sont énormes. Ces incendies, dont le nombre cumulé est passé à 15 en 2022, pourraient être imputables à 3 grandes causes, à savoir celles liées aux infrastructures et aux équipements, à la gouvernance et aux actes criminels ou terroristes. Ces incendies ont entraîné des pertes considérables, avec un montant global de pertes en médicaments et consommables estimé à 13 815 931 529 francs CFA. Ces pertes ne prennent pas en compte celles liées à l'incendie de la pharmacie interne du centre hospitalier régional de Fadangourma. Le Conseil a instruit le ministre de la Santé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour améliorer les conditions de stockage des produits pharmaceutiques. Et pendant ce temps, au ministère de la Réconciliation nationale, Yero Boli a reçu officiellement l'ensemble des dossiers en traitement
au ex-Ashkroun à la suite de la cessation d'activité de cette structure. Plus de 31 000 dossiers ont été reversés. Ils concernent, entre autres, des pertes en vie humaine, des blessés, des destructions de biens individuels, des contentieux fonciers et administratifs. Dans un tout autre registre, et c'est aussi l'une des conséquences de la situation sécuritaire précaire, l'augmentation du nombre de personnes vulnérables, et les initiatives se mettent en place pour essayer de juguler le phénomène. Le projet Gold Coast en fait partie. Près d'un millier de femmes et de jeunes de la région du Centre-Nord en ont bénéficié. Et au moment de faire le bilan, 8 mois après sa mise en œuvre, eh bien, certaines femmes ont bien réussi à tirer leur épingle du jeu. Abdou Aziza Sarré. Dans son assiette, elle étale les biscuits d'arachide qui seront bientôt mis sur le marché. Il s'agit là de la petite activité génératrice de revenus de Aminata Bamogo. Lorsque cette déplacée interne est arrivée à Kaya en 2020, c'était presque les mains vides, puisqu'ayant tout abandonné à Kelbo lors de sa fuite pour échapper aux terroristes. En fuyant pour venir ici, nous n'avons rien emporté, même pas un document qui pouvait nous permettre d'avoir à manger. On vivait dans la misère. Mais aujourd'hui, les choses se sont beaucoup améliorées pour Aminata Bamogo. Grâce au projet Gold Coast qui lui a offert du matériel plus du numéraire, elle a réussi à entreprendre dans la restauration. Un métier qui lui permet désormais de prendre en charge sa petite famille. Nous avons reçu des marmites, des passoires et autres ustensiles de cuisine, plus des sacs d'arachide. C'est grâce à tout cela que nous avons pu démarrer la production et la vente des biscuits d'arachide. Avec ce nouveau commerce, nous arrivons désormais à nous prendre en charge. Merci infiniment au projet Gold Coast. Rasmata Sabadogo est également bénéficiaire du projet Gold Coast. Elle dit avoir reçu la somme de 800 000 francs CFA qui lui a permis d'acquérir de nouvelles machines pour son atelier de couture. Nous avions 6 machines et avec l'aide du projet, nous avons acheté 7 autres nouvelles machines. Les travaux que nous avons effectués avec ces machines nous ont aussi rapporté de l'argent que nous avons investi encore dans l'achat de 3 autres machines de couture. Donc, en résumé, ce sont 10 machines que le projet nous a permis d'acquérir. Cette augmentation du nombre de machines de couture a permis à Rasmata Sawadogo de former et recruter plus de 20 filles déplacées internes qui travaillent avec elle actuellement. On tournait pour laver les habits. Depuis que j'ai gagné ici, là, c'est bon. On n'est plus comme avant, là. Je ne tourne plus pour laver les habits. Je me débrouille ici un peu. En 8 mois de mise en œuvre, ce sont plus de 1000 femmes et jeunes du Centre-Nord qui ont été touchés par le projet Gold Coast, selon le PNUD, l'initiateur. Et nous sommes intervenus dans les régions les communes qui sont durement touchées par la crise. Barsalogo, Tougouri, toutes ces zones-là qui sont durement touchées par la crise. Et donc c'est pour aider les personnes qui ont été durement touchées par la crise à recouvrer ne serait-ce qu'un minimum de moyens d'assistance, en apportant de l'argent frais, en aidant les jeunes à retrouver des opportunités d'emploi. C'est cela qui nous a guidés à formuler ce projet avec les autorités. Le projet Gold Coast a coûté 200 millions de francs CFA. Sa mise en œuvre a été pilotée par l'ONG ATAD. Toujours dans ce même élan de solidarité envers les personnes vulnérables, la Fondation Eboumav vient au secours à environ 1000 élèves et écoliers dont les parents sont en situation de fragilité financière. Elle leur offre tout simplement des kits scolaires, de quoi leur permettre d'appréhender la rentrée scolaire avec un peu plus de sérénité. Roselyne Ouattara, Abdou Aziz Sarré.
À quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023, la Fondation Ebomaf vole au secours des élèves du Nord, du Centre-Ouest et de la Boucle du Monde. Au nombre de 1500, ces écoliers issus de familles défavorisées reçoivent des kits scolaires et un chèque de plus de 57 millions de francs CFA pour leur inscription. Je prends la parole au nom des orphelins de Ampou pour traduire nos remerciements à la Fondation Ebomaf et à M. Ebomaf plus spécialement. Ce geste de générosité nous permettra d'aller à l'école dans de meilleures conditions. Nous vous promettons de mieux travailler en classe pour occuper les premières places. Longue vie à vous et que Dieu fasse prospérer vos entreprises. La Fondation Ebomaf ne se limite pas seulement à la prise en charge scolaire des élèves. Elle offre également des vivres aux parents qui n'arrivent plus à faire face aux défis quotidiens à cause de l'insécurité et des aléas climatiques. Le centre hospitalier régional de Dédougou bénéficie aussi de matériels médicaux offerts par la Fondation Ebomaf. La santé et le social sont à notre sens des secteurs vitaux pour le bien-être de la mère et de l'enfant d'abord, pour l'épanouissement de la jeunesse ensuite, et enfin pour une société plus juste et plus viable. Car, et c'est le lieu pour moi de le dire, notre société doit se départir de cette maladie, de l'âme que constitue l'indifférence face aux maux qui minent les plus faibles. C'est la raison d'être de la Fondation Ebomaf. Et nous jouons et entendons continuer à jouer toute la part qui nous revient dans cette œuvre collective d'une société qui fait de la solidarité non pas seulement un concept creux, mais un motif d'action concrète. Officiellement mise sur pied en 2019, la Fondation Ebomaf s'est donnée pour mission de contribuer au bien-être social. À ce jour, ce sont plus de 5 milliards de francs CFA qui ont été déjà consacrés à différentes œuvres caritatives, selon la directrice générale de la Fondation. Et la CNSS s'inscrit aussi dans ce registre de main tendue aux plus faibles, des bourses d'études à des élèves orphelins et des vivres à des veuves. C'est l'initiative qu'a bien voulu prendre la Caisse nationale de sécurité sociale. Sandrine Zougouri. Des mines qui représentent presque la tristesse et l'amertume, mais qui seront illuminées par la Caisse nationale de sécurité sociale. Veuves, elles toutes, leurs peines seront allégées par cette institution. Chacune reçoit un sac de riz de 50 kg, un soutien alimentaire qui donne le sourire à ces femmes. Comme ces femmes vulnérables, les élèves démunis ont aussi reçu des bourses, des kits scolaires et 80 000 francs CFA pour les frais de scolarité. D'un montant de 100 000 francs CFA, les élèves promettent rembourser par les résultats scolaires. Au nom de tous mes camarades, je tiens à remercier le corps administratif et nos tontons qui ont eu à organiser l'événement et qui ont fait les dons et qui ont pensé à nous. Nous nous engageons à bien travailler à l'école afin de montrer notre gratitude envers ceux qui nous ont aidés. Cet acte généreux de la Caisse nationale de sécurité sociale témoigne l'engagement de l'institution depuis 1978 à assurer le bien-être social de ses assurés et des personnes défavorisées. C'est vrai qu'on le fait depuis 1978, comme on l'a dit, mais cette année, on a décidé quand même de marquer un peu le coup en passant donc de 150 à 350 personnes éligibles. Donc c'est vraiment pour soutenir les personnes vulnérables, les personnes à faible revenu, pour les aider un peu à faire face à leur scolarité, quelquefois même à subvenir à leurs besoins alimentaires. Très touché, le parrain Lassine Diawara ne pouvait être en marge de cette activité. La cause qui nous a réunis ici ce matin, personne ne peut rester insensible quand il s'agit de la veuve, de l'orphelin et des personnes vulnérables. En d'autres termes, en tant que PCA de la Bank of Africa et président de la Fondation Bank of Africa, nous nous occupons un peu de tout ce qui concerne l'éducation, la santé, en construisant déjà des infrastructures. Mais j'ai pensé que c'était une occasion
d'élargir davantage notre champ d'intervention en essayant d'associer nos efforts à ceux de la CNSS pour venir en aide aux veuves, aux orphelins, aux personnes vulnérables. Donc pour moi c'est une cause noble et je ne pouvais pas rester en dehors de ça et c'est un grand honneur pour moi et un plaisir de le faire. Ce sont au total 325 veuves et 350 élèves orphelins bénéficiaires de cette opération de remise de dons de vivres et de bourses scolaires. Pour joindre l'utile à l'agréable, les partenaires de la Caisse nationale de sécurité ont remis plus de 33 millions de francs CFA pour accompagner ces personnes vulnérables. C'est une campagne que ces initiateurs ont appelée la rentrée visuelle scolaire et universitaire. Une campagne de dépistage du glaucome et de la cataracte, notamment auprès des élèves et des étudiants. Une initiative qui pourrait sauver des vues et surtout des cursus scolaires. Plus de précisions, Luc Pabelgam. Si avant, les patients de la cataracte et du glaucome se recrutaient plus chez les personnes âgées, de nos jours, les jeunes sont de plus en plus exposés à cause de l'utilisation précoce et excessive des écrans, comme les téléphones portables et les ordinateurs, mais aussi à cause de l'exposition aux lumières nocives. Ce constat a amené la Fondation Jean-Paul Sawargo, en collaboration avec le Centre médical Sainte-Rose-Zali, à initier la rentrée visuelle scolaire et universitaire. C'est une campagne qui vise à dépister et à prendre en charge la cataracte et le glaucome chez les scolaires et universitaires, les adolescents et jeunes et chez les personnes âgées à coût subventionné de 2000 francs CFA. Moi, c'est la santé oculaire, surtout sur les élèves et les étudiants, un grand élément de déscolarisation. Je ne vais pas être long sur cet aspect parce que c'est pour aider les étudiants, les élèves surtout, et également toute la population à s'occuper de leur santé oculaire, surtout en prévention. Étant entendu que c'est l'une des pathologies, en tout cas les atteintes oculaires, vont grandissantes du fait aujourd'hui de l'utilisation des smartphones, du type d'éclairage même, parce que vous savez que le type d'éclairage joue beaucoup sur les yeux, et également donc le taux de recrutement, ou du moins l'âge de recrutement va baisser, parce que l'utilisation des écrans et les ordinateurs va faire que le recrutement, on va descendre en dessous de 25 ans pour les premiers ports de verre correcteurs. La cataracte et le glaucome sont considérés comme les premiers facteurs de cécité totale au Burkina Faso. Plus tôt on est dépisté, mieux on est soigné. À dire vraiment, l'ophtalmologie, c'est un domaine précieux et pour tout le monde, et que l'idée que Dr Sawargo a eue en faisant cette activité, c'est vraiment pour aider toute la population de Tangué en particulier et tout le Burkina en général. Donc notre souhait est que cette population ait vraiment la santé visuelle, parce que sans la vue, on se demande ce que c'est. Donc c'est l'éclairage pour tout le monde. La vue, c'est vraiment l'éclairage. Du 26 septembre au 1er octobre, le centre médical Sainte-Rose-Zali, situé en face du marché Arbillard de Tangué, reçoit et consulte en ophtalmologie, dépiste la cataracte et le glaucome et dépiste également le diabète et l'hypertension artérielle. Le projet Inspire. Inspire, c'est bien entendu le nom du projet. Et là, nous parlons de santé reproductive et de planification familiale. Le programme a été lancé il y a 5 années. C'est bien le moment pour la PDG de IntraHealth, l'association qui conduit de se rendre au Burkina Faso pour une série de réunions de travail. Pauline Dunford s'est entretenue hier avec le comité de pilotage. Rachel Dabré, Hachimed Boy. La présidente mondiale de l'ONG IntraHealth en visite ce 27 septembre dans les locaux de Djipaigo, à Ouagadougou. Elle rencontre les différents acteurs engagés dans la santé maternelle et la nutrition au Burkina Faso. Objectif, prendre connaissance des résultats des différentes actions initiées pour le mieux-être de la mère et de l'enfant. Elle a vraiment apprécié les efforts qui sont faits ici au Burkina Faso, mais aussi à partir des autres pays membres, et aussi cette approche où les différentes organisations viennent ensemble pour soutenir les pays dans une manière qui est intégrée, une manière qui est plus holistique, et une manière où les efforts des différents partenaires sont mis ensemble pour avoir de plus bons résultats. L'échange de ce jour
consiste à accélérer le passage à l'échelle de la planification familiale du postpartum intégré à la santé maternelle, néonatale et infantile et à la nutrition en Afrique de l'Ouest francophone à travers le projet Inspire. L'utilisation des services de planning familial postpartum, ça veut dire après accouchement, comment est-ce qu'on peut promouvoir l'offre de services en formation de planification familiale pour les femmes qui veulent vraiment utiliser les méthodes de planning familial. Et c'est une pratique qui est importante parce que toutes les évidences montrent que si une femme, après accouchement, décide de prendre la planification familiale immédiatement, ça peut vraiment l'aider à mieux, on peut dire, espacer les enfants. L'initiative Inspire existe déjà depuis 5 ans. Elle est née suite au fort taux de mortalité postpartum en Afrique occidentale. Un fort taux de mortalité dû pour la plupart à un manque de services prénatal et au non-espacement de naissance, indique le comité de pratique pour la planification familiale postpartum. Selon le ministère en charge de l'Environnement, ce sont des centaines de milliers d'hectares du couvert végétal qui sont perdus au Burkina chaque année et des centaines d'hectares de terres qui perdent leur valeur. Le phénomène est dû soit aux actions directes de l'homme ou alors au changement climatique, à en croire le projet Benkadi depuis 2 ans. Il investit le secteur. Quelles sont ses conclusions et surtout, quelles sont les solutions qu'il propose? Élément de réponse, Maxime Boudot. Le Burkina Faso perd chaque année environ 247 145 hectares de forêt selon le ministère en charge de l'environnement. À cela s'ajoutent plus de 460 hectares de terres dégradées avec des précipitations insuffisantes et irrégulières. Face à ce constat peu reluisant, le pays s'est doté d'un projet sous-régional dénommé Benkadi. En 2 années de mise en œuvre, il a répertorié les maux qui favorisent la dégradation environnementale, notamment l'utilisation abusive des produits chimiques comme le cyanure dans l'extraction de l'or. Vous savez qu'au niveau de l'orpaillage, il y a des produits interdits qui sont malheureusement utilisés toujours par les orpailleurs sur le terrain. Je veux parler du mercure, je veux parler du cyanure, qui ne sont pas autorisés donc à ce niveau-là et qui polluent, détruisent massivement donc l'environnement. Donc le programme travaille donc à amener, sensibiliser de concert donc avec les agences qui s'occupent de cette question au niveau gouvernemental pour que nous puissions retirer donc les acteurs de cette mauvaise pratique. Au niveau national, le programme travaille à l'adoption d'une loi spécifique avec pour objectif la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la déforestation et l'adaptation au changement climatique. Benkadi est aussi axé sur l'influence des politiques publiques à travers la recherche et la participation communautaire. Si le pays, à travers le programme et la conjugaison de l'ensemble des acteurs, arrive à faire voter, par exemple, une loi spécifique sur les effets, sur les changements climatiques, il s'agira bien entendu de ne pas laisser cette loi dormir au tiroir, mais d'œuvrer donc à son application, à son opérationnalisation. D'une durée de 5 ans, il couvre 7 régions du pays que sont le Sahel, le centre-nord, le nord, le centre-est, le plateau central, le centre-ouest et les cascades. Son ambition réduit la vulnérabilité des populations face au changement climatique. Nous avons beaucoup reçu de l'Afrique et nous voulons être à mesure de pouvoir les donner en retour. Donc nous appuyons surtout les femmes et les jeunes à pouvoir vraiment s'aider, pour pouvoir s'en sortir des situations difficiles. Le projet a déjà 2 ans, mais la première année, nous avons plus passé le temps à établir les fondations, les accords de partenariat, comment travailler, collaborer ensemble avec les gouvernements dans les différents pays et tous les acteurs étatiques. Donc c'est cette année, 2e année 2022, que les activités ont vraiment commencé sur le terrain dans les différents pays. Les 2 autres années qui viennent, il y a beaucoup de choses que nous devrons réaliser. Cet atelier de planification définit également une nouvelle approche des actions du programme et l'harmonisation des réponses aux chocs climatiques au niveau du Bénin, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Oui, il faut bien protéger l'environnement, notamment les forêts, pour mieux les exploiter ensuite. On est en plein dans ce programme piloté par l'ONG TrueAid, un projet qui table sur la conservation du couvert végétal et l'exploitation des produits forestiers non ligneux. Amadou Diko nous en dit plus.
Améliorer durablement les conditions de vie des populations rurales à travers la promotion de la gouvernance locale, des ressources forestières, les investissements dans les forêts et la valorisation des produits forestiers non ligneux, c'est l'objectif principal de Weukpani. Un projet lancé en 2019 par l'organisation non gouvernementale TriAid. Il a permis entre autres la réalisation d'une trentaine de massifs forestiers et une centaine de boulis au profit des collectivités territoriales. 3 années après sa mise en œuvre, le tableau affiche un taux de réalisation de 75%. Autour de ces massifs forestiers, nous accompagnons les villages à s'organiser en entreprises et nous sommes à plus de 662 entreprises qui ont été installées autour de ces villages-là pour exploiter les produits forestiers non liés, de sorte à tirer des revenus de ces massifs parce qu'il faut allier à la fois conservation et revenus, sinon ça ne marche pas généralement. Des acquis salués par le président du comité technique de suivi du projet. Pour ce que nous avons vu, pour les rapports que nous avons lus, regardés, il y a des motifs de satisfaction parce que l'exécution du projet se fait assez correctement malgré la situation sécuritaire que connaît une partie de la zone d'intervention du projet. Cette rencontre est le cadre choisi par ces acteurs pour examiner le plan d'action 2022 du projet. Elle vise à donner des orientations pour l'atteinte effective des résultats fixés. Le département socio-économie, anthropologie du développement de l'Institut national des sciences des sociétés a organisé un séminaire scientifique en hommage au docteur Basga Émile Diala, un des pionniers du département. Objectif, mener des réflexions sur les travaux du docteur Diala sur la thématique des connaissances endogènes, moteur du développement durable. Fatou Fayama, Ahmed Boy. Spécialiste en sociologie rurale, le docteur Basga Émile Diala est un éminent chercheur qui a effectué durant son parcours plusieurs recherches sur les connaissances endogènes. À l'occasion de ce séminaire scientifique qui se tient sous le thème « Connaissances endogènes, savoir paysan et développement durable », le département socio-économie, anthropologie du développement de l'Institut national des sciences des sociétés veut ainsi lui rendre hommage et s'inspirer de ses travaux. En choisissant de célébrer cette journée sous la thématique connaissances endogènes, savoir paysan et développement durable, nous avons voulu revisiter scientifiquement non seulement la trajectoire et les pistes de recherche qui ont été engagées par le docteur Émile Diala, spécialiste en sociologie rurale, mais aussi poser une problématique sociétale pour le développement durable. Il est indéniable que les solutions aux préoccupations propres à notre pays se trouvent donc dans nos ressources culturelles. Encore faut-il que nous donnions la peine de les explorer. Le docteur Basga Émile Diala a été admis à la retraite en 2019. Présent à la cérémonie, celui qu'on célèbre aujourd'hui se dit touché par ce geste de ses pairs. Et quand vos collègues organisent un séminaire scientifique articulé autour de vos propres travaux pour vous célébrer, et ce 3 ans après votre départ à la retraite, c'est la plus grande marque de considération qu'un universitaire puisse recevoir de ses collègues. Le directeur de l'ENSS n'a pas manqué d'inviter la jeune génération de chercheurs à toujours s'inspirer des dévanciers tels le docteur Émile Diala afin de parvenir à un développement véritable. L'initiative de cette journée d'hommage est un message à la jeune génération afin qu'elle s'inspire de votre parcours et sache choisir non seulement les sujets qui sont d'actualité. C'est bon de faire de la recherche fondamentale, c'est bien, mais aussi il faut de la recherche appliquée, de la recherche action. Et c'est la combinaison de tout cela qui peut faire un développement véritable. Ce séminaire est également l'occasion de favoriser un cadre de partage et de dialogue entre les communicateurs venant du Niger et du Burkina Faso sur les connaissances endogènes. Venons-en maintenant au grand format de ce journal et il nous emmène dans la région des Cascades où le secteur de l'hôtellerie bat de l'aide. La Covid est passée par là, la situation sécuritaire pèse énormément. Les hôteliers essaient de se réinventer pour ne pas faire faillite
et ils fondent beaucoup d'espoir sur le tourisme local. Dossier signé Cédric Wilfried Mabio. Dans la ville frontalière de Niangologo, entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, Ahmed Kone, jeune opérateur économique, s'investit dans le domaine de l'hôtellerie et de l'hébergement depuis maintenant 2 années. Avec nos aînés qui ont commencé depuis des années, donc nous aussi vu ce qu'on a commencé à faire. On a vu pourquoi ne pas faire quelque chose comme eux aussi. Bon. Ils ont commencé, bon, c'est comme ça nous a motivés, quoi. Voilà, oui, donc c'est les examens qu'on a pris. Voilà, et puis Dieu merci, aujourd'hui on a pu faire. Un secteur qui, dans la région des Cascades, vit des jours très difficiles, et ce, depuis 3 années. Une situation engendrée par 3 crises majeures qui ont secoué le secteur de l'hôtellerie. Il s'agit de la crise sanitaire avec la maladie à coronavirus, la fermeture des frontières et surtout la crise sécuritaire. Conséquence, des centaines d'emplois ont été perdus dans le secteur au niveau régional et certains responsables de l'hôtellerie, afin de ne pas mettre la clé sous le paillasson, ont dû s'adapter. C'est le cas de cette hôtelière qui, sous le poids des engagements, tente de s'adapter à la situation. Ça veut dire que chez nous aussi on peut le faire. Vous particulièrement, est-ce que il y a eu des problèmes pour payer les employés, puisqu'en temps de Covid, à un certain moment même, on était fermé. On était fermé. J'ai dit aux employés, bon, vous voyez la situation, il faut qu'on ferme. Sinon, comment on va vous payer? Je vous dis que dès 1 mois après, c'est les employés qui sont venus me voir. Et nous, on en a marre de rester à la maison. Si on peut être là, même si vous n'avez pas le salaire complet pour nous, c'est qu'on arrive à gagner. Si vous pouvez nous donner un peu pour qu'on puisse être occupés. Voilà, les employés, bon, vraiment, je profite de votre micro pour remercier tous mes employés qui sont venus me voir, que la situation, et même ils comprennent la situation actuelle qu'on vit. Et voilà. Bon, je te dis, il y en a qui ont eu la moitié du salaire. Bon, il y a eu 1 mois même carrément où personne n'a eu et c'était leur consentement. C'est ça. Donc, moi particulièrement, j'en ai eu ces problèmes. En dépit de cette situation, les hôteliers de la région des Cascades ont pu se métamorphoser en trouvant au tourisme local la solution à leurs problèmes. Aujourd'hui, on est toujours ouvert, c'est grâce au tourisme local qu'on puisse trouver des solutions pour développer le tourisme local. Et comment on peut développer ce tourisme local si ce n'est pas avoir accès aux sites et faire la promotion des sites? Il faut qu'on apprenne à vivre avec les difficultés. Il faut qu'on soit résilient. Moi, j'ai foi que la situation ne peut pas rester comme ça. C'est sûr que, en tout cas, que ce soit la situation sanitaire, la situation sécuritaire, c'est évident, c'est sûr que, en tout cas, les choses vont changer et on garde toujours la foi. Le gouvernement burkinabé, conscient de la situation, a contribué fortement à la résilience de ce secteur dans la région en octroyant des allègements fiscaux et aussi à travers des subventions. Cela donc a interpellé les différentes autorités en charge du tourisme de repenser le tourisme, de l'orienter plutôt vers les Burkinabés, vers les Africains, vers les habitants de la sous-région, mais également de travailler en tout cas à rendre le tourisme plus responsable en faisant ce secteur-là, en tout cas un secteur qui est orienté vers le travail décent et en fonction en tout cas des directives de l'OIT sur le travail décent dans le secteur du tourisme. En dépit de ces différentes tempêtes qui s'abattent sur la région des Cascades, le ressaut de l'hôtellerie n'attend pas rompre. Et un peu de culture pour terminer. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux et ont sans doute ravi ses fans. C'était ce week-end. Sidiki Diabaté au Zénith de Paris en concert live à guichet fermé, s'il vous plaît. L'artiste, musicien, chanteur malien, celui qu'on surnomme affectueusement le prince de la Kora, eh bien, ne cesse d'impressionner. Images, son, ambiance, récit. Carl Niola. Vendredi 23 septembre 2022, Zénith de Paris, la Villette. Sidiki Diabaté a rendez-vous avec l'histoire.
Et le prince de la Kora va définitivement entrer dans la légende ce jour. Un concert live à guichet fermé dans la salle mythique du Zénith où il a fallu débourser entre 22 000 et 57 000 francs CFA. Il fallait le faire. Je suis très content, vraiment c'est une fierté. C'est une fierté. Aujourd'hui, Sidiki Diabaté est l'un des plus grands artistes africains. Il est l'un des plus grands artistes africains et il est beaucoup même écouté ici en Europe. Et c'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire le Zénith. Le Zénith est plein à craquer. Le show il est exceptionnel. Tout le monde est au rendez-vous. On est super content. Et voilà, quoi dire de plus? Quoi dire de plus? C'est une belle fête. C'est un sentiment de fierté. Je suis fier d'être là. Je suis fier de voir Sidiki au Zénith ce soir. Parce que Sidiki, il a commencé bas. Aujourd'hui, il est dans la cour des grands, Ligue des champions. On peut dire Ligue des champions. Hier, j'étais à Bamako. Ce matin, je suis arrivé à Paris spécialement pour encourager la jeunesse, comme j'ai toujours fait. Je suis fier d'être là, fier d'être malien. Ensemble, on va gagner. C'est le Mali qui gagne. Le Mali, ou plutôt l'Afrique qui gagne avec cette prouesse de Sidiki Diabaté, car les fans de l'artiste viennent des 4 coins du continent noir et du monde. Et quand la star du jour fait son entrée sur scène, la magie s'opère. Sidiki Diabaté, adulé par les mélomanes et respecté par ses pairs qui ont tenu à lui rendre hommage sur scène. VG Dream, Mariam Balagaré et Babani Kone, pour ne citer que ces artistes, ont fait le show avec le prince de la Kora. Que Sidiki Diabaté fasse le plein du Zénith, cela ne me surprend guère. Car tel père, tel fils, comme on le dit. Son père, Toumani Diabaté, a fait toutes les grandes scènes du monde. C'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai mis les pieds pour la première fois en Europe en 1989 à l'occasion du festival Grand Auteur. Je suis très reconnaissante au père, donc je ne peux que soutenir le fils. Et c'est un Sidiki Diabaté tout aussi reconnaissant qui s'est exprimé à l'issue de son spectacle. Je suis juste content, très content d'être là et c'est une fierté pour moi, une fierté d'être un Malien qui a fait ce Zénith plein comme ça à craquer. Et alhamdulillah rabbil alamin, on ne peut que dire alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, grâce à Dieu, grâce aux bénédictions des parents et grâce à la musique malienne, grâce à la culture malienne. Le Zénith dompté, le prince de la Kora compte désormais s'attaquer à Accor Arena, ex-Paris-Bercy. Et que mes partenaires sont prêts et que mes fans sont prêts. Sidiki Diabaté à Bercy l'année prochaine, Inch'Allah. Grâce à vous, tenez-vous prêts, on est ensemble. Amen le Rambouillet. Sidiki Diabaté, Voilà, et cela fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. On se retrouve demain à la même heure, c'est-à-dire à 19h30. Bonsoir, au revoir.